Puisque tout a un début, quelles sont les premières créatures à vivre sur Terre? Une question qui semble sans réponse parmi tant d'autres. Depuis l'apparition de la vie, il y a 3,8 milliards d'années, le vivant sur notre planète est resté à l'état d'organisme simple pendant des milliards d'années, jusqu'à ce que les premières formes de vie complexes apparaissent. Si tu as déjà entendu parler de l'explosion cambrienne, tu sais que ce phénomène intrigue, à cause de l'importante diversification du vivant, alors même qu'avant le Cambrien, il n'existait quasiment aucun animal pluricellulaire. Et pendant très longtemps, un mystère subsistait quant à la transition du monde microbiotique précambrien à l'apparition de la faune cambrienne. Que s'est-il donc passé entre le précambrien et le cambrien? Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons découvrir les paysages d'un passé lointain. Un panorama riche en créatures étranges et impacté par des événements qui ont façonné notre monde bien avant l'apparition de l'humanité. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage! Nous sommes en 1946 à Ediacara, une région montagneuse située en Australie du Sud. On y découvre des fossiles enfouis et bien préservés dans des strates rocheuses datant de plusieurs centaines de millions d'années et n'appartenant à aucune époque géologique avérée. Cette exploration nous réserve bien des surprises. À première vue, les roches d'Ediacara n'ont rien de spécial. Si ce n'est nous relater l'histoire de la Terre dans son ordre chronologique. Grâce à elle, nous avons pu faire écho aux interrogations restées jusque-là sans réponse, notamment celles liées à l'origine de la vie sur Terre. Des analyses sont entreprises dans la foulée pour situer l'époque exacte des formations géologiques et déterminer l'âge des fossiles fraîchement découverts. À noter que des organismes similaires avaient déjà été repérés ailleurs auparavant, mais à l'époque, ils étaient attribués sans grande conviction à la faune cambrienne. Les études stratigraphiques, paléontologiques, ainsi que les datations relatives et radiométriques combinées aux examens menés sur les organismes découverts à Ediacara ont révélé que ces derniers ne provenaient pas du Cambrien, mais plutôt d'une période antérieure. La composition chimique, la texture et la stratification des roches ont clairement indiqué que les formations géologiques examinées remontaient à une période allant de moins 635 à moins 541 millions d'années avant notre ère. Et si nous venions d'apprendre l'existence d'une période inconnue de notre passé et qui se serait déroulée entre le précambrien et le cambrien? Cette période, nous la connaissons aujourd'hui sous le nom d'Ediacarien, une époque récemment découverte. Pourtant, elle incarne l'éclosion même de la vie sur Terre. Les fossiles découverts à Ediacara en Australie remontent donc à la fin du super-éon précambrien, qui constitue la première et la plus longue période de l'histoire de la Terre, s'étendant sur 4 milliards d'années. C'est d'ailleurs la moins connue, car il existe très peu de témoignages directs de cette époque lointaine. Avec la découverte de l'Ediacarien, nous avons réussi à dépoussiérer les vestiges du passé et à percer le mystère du précambrien. En 1957, alors que l'étude des fossiles se poursuivait, un événement d'une importance capitale survient à Charnwood, en Angleterre. Parmi les espèces rares et protégées que cette forêt abrite dans ses formations géologiques, on détecte le fossile Charnia masoni. Ce dernier ressemblait visiblement au fossile repéré auparavant en Australie méridionale, notamment dans les schistes d'Ediacara, ainsi qu'en Namibie dans les années 30, qui semblait alors dépourvu de toute trace de vie.
Progressivement, on a réussi à identifier des fossiles similaires dans environ 25 sites à travers le monde et à les regrouper en 3 assemblages. Avalon, Ediacara et Nama, selon leur lieu de découverte. L'assemblage d'Avalon localisé à Terre-Neuve au Canada est le plus ancien et abrite une quantité significative de fossiles atypiques. L'assemblage d'Ediacara, baptisé d'après les collines éponymes en Australie, regroupe des fossiles identiques et préservés dans les zones riveraines. Le fossile du charnier Amazonie, découvert en Angleterre dans les années 50, fut la première espèce à être associée avec certitude aux roches de l'Édiacarien. Il a joué un rôle essentiel dans la compréhension de l'origine du monde vivant. C'est ainsi que les fossiles préalablement détectés en Australie furent attribués à l'époque édiacarienne, nous offrant un précieux aperçu d'un passé inerte au début de l'histoire de la vie sur Terre. Alors, de moins 635 à moins 541 millions d'années avant notre ère, on va reconstruire ensemble l'histoire fascinante de cette période géologique. Tu l'auras compris, l'Édiacarien tire son nom des collines d'Ediacara, où les formations rocheuses ont été attribuées, pour la première fois, à la période géologique édiacarienne. L'Édiacarien a eu lieu entre le super-éon précambrien et l'éon phanérozoïque. À noter que l'Édiacarien est parfois appelé le néoprotérozoïque tardif, étant la dernière période du néoprotérozoïque, soit littéralement l'ère avant les animaux. Ce fut une époque charnière unique et relativement longue dans le cadre du temps géologique. Avec environ 94 millions d'années d'existence, l'Édiacarien se distingue de l'inertie de la vie antérieure en termes de géologie et de paléontologie. Il a mis un terme à l'éon précambrien pour marquer le début d'une période incroyablement riche dans le monde du vivant. Cette période a vu naître les plus anciens organismes pluricellulaires complexes connus, ainsi qu'à l'extinction de ces derniers. Ce fut, à vrai dire, la première extinction de masse de toute l'histoire de la Terre. C'est pourquoi il est généralement subdivisé en 2 parties dans l'échelle des temps, à savoir l'Édiacarien inférieur et l'Édiacarien supérieur. À noter que cette subdivision varie légèrement selon les régions géographiques étudiées. L'Édiacarien inférieur, correspondant à la première partie de la période édiacarienne, a débuté il y a environ moins 635 millions d'années avant notre ère et a immédiatement joué un rôle essentiel dans le développement de la vie sur notre planète Terre. L'Édiacarien supérieur, en revanche, représente la seconde partie de cette période et s'étend approximativement entre moins 580 et moins 541 millions d'années, marquant la fin de l'Édiacarien. Mais n'avançons pas trop vite et voyons comment a débuté l'Édiacarien. Les seules créatures existant avant l'Édiacarien étaient unicellulaires et statiques, soit globalement des algues comme des cyanobactéries, des organismes photosynthétiques. Ces minuscules êtres occupaient les océans et se développaient sans besoin d'oxygène. Mais alors, comment se sont formées les premières créatures complexes? Comment la transition des microbes statiques du précambrien a abouti à la faune de l'Édiacara? En fait, il semblerait que la vie se serait éventuellement frayé un chemin pendant que la Terre faisait face à une crise climatique importante. Lorsque l'on parle de Terre unifiée et d'un supercontinent, on sous-entend généralement la Pangée. Mais les continents n'ont fait que se lier et se délier durant des milliards d'années. La Pangée ne fut pas le premier supercontinent à se former.
Tout au début du Mésoprotérozoïque, un supercontinent nommé Columbia commence à se fragmenter, il y a 1,6 milliard d'années. Au fil du temps, le supercontinent Rodinia se forme il y a environ 1,1 milliard d'années. Avançons encore un peu dans le temps pour arriver vers la fin du Tonien, il y a 750 milliards d'années. Le continent Rodinia, sous l'effet de points chauds, est comme transpercé par des lances magmatiques. Elles traversent la croûte terrestre et se crachent d'énormes quantités de lave. Le sol commence alors à se fracturer. Cet événement s'est accompagné de l'ouverture d'océans et de bras de mer qui ont augmenté la quantité de vapeur d'eau présente dans l'atmosphère, et donc de pluie. Le carbone présent dans les pluies sous forme de dioxyde de carbone s'est bientôt retrouvé dans l'océan, piégé dans les sédiments sous forme de carbonate. Dans le même temps, les énormes écoulements de lave produits par la fracture de Rodinia formaient des surfaces basaltiques à la surface des continents. Or, ces dernières consomment 8 fois plus de carbone qu'une même surface granitique quand elles s'érodent sous l'effet de l'humidité. Au fil des millions d'années, le CO2 atmosphérique, un gaz à effet de serre, diminue drastiquement, faisant entrer la Terre dans une nouvelle période de grand froid, 30 millions d'années après le début de la fragmentation de la Rodinia. Le Tonien se termine et le Cryogénien commence. Car ce n'est pas une, mais 2 périodes de glaciation que notre planète a subies durant cette période. Avant les Diacariens, la Terre avait subi des épisodes successifs de glaciation, dont le plus important était la glaciation huronienne, s'étendant jusqu'à l'équateur, ayant eu lieu entre 2,4 milliards d'années à 2,1 milliards d'années, et qui lui valut le surnom de Terre boule de neige. À l'approche de l'Édiacarien, il y a plus de 720 millions d'années, la planète a connu une nouvelle période de glaciation planétaire, avec d'immenses calottes glaciaires qui s'étendaient sur l'ensemble du globe. Les analyses de roches montrent une diminution importante du taux de carbone et donc d'activités organiques. On relève également une coupure de la photosynthèse sur des millions d'années. Les bactéries ont donc subi ce chaos glaciaire de plein fouet. Il faut dire que la calotte glaciaire pouvait s'étendre sur des centaines de mètres en profondeur. À certains moments, les températures sont descendues jusqu'à -50 degrés Celsius. De nombreuses bactéries n'ont pas survécu. Les premières algues ont sans doute également perdu un nombre important de spécimens durant cette période de froid extrême. Pourtant, des bribes de vie semblent avoir trouvé des refuges pour survivre durant cette période difficile. On pourrait croire que cette glaciation a porté un coup fatal à l'évolution de la vie sur Terre et à son expansion. Mais ce serait une erreur de s'arrêter à cette idée préconçue. La vie n'est qu'une éternelle adaptation. C'est le propre de l'évolution. Regarde ce petit organisme. Il s'agit d'un trichoplax. Il ne semble pas de prime abord à un être très évolué. À peine visible à l'œil nu, il ressemble à une grande amibe. C'est un placozoaire. Il fait partie du groupe d'organismes appelés métazoaires. Les placozoaires sont finalement des métazoaires avec une structure particulièrement simple. Le trichoplax est dépourvu de tête, de queue, de pattes ou bien même de système nerveux. Il ne possède pas de tube digestif et il n'a pas non plus de digestion extracellulaire. C'est à se demander comment il peut survivre et être qualifié d'organisme vivant. Pourtant, il a encore recouvert de cils qui lui servent à se déplacer. Sa forme est assez particulière et l'on ne sait finalement qu'assez peu de choses sur lui. Mais
Si l'on approfondit un peu notre étude, on pourrait alors s'apercevoir que le Trichoplax n'a que 4 types de cellules différentes, ce qui confirme sa place chez les organismes simples. Pourtant, ce petit animal aux côtés d'autres du même type a sans doute eu une place extrêmement importante dans l'évolution. Ce petit corps contient les gènes de protéines qui permettent les axes antéro-postérieurs, dorsaux-ventraux et même 4 des gènes de pigments visuels. Tu te rends compte, un animal aussi primitif et simple constitue l'une des clés de l'évolution du vivant. Il n'est pas seul dans cet environnement puisque, après ces périodes glaciaires, les algues se développent très largement et se répandent à travers tous les océans du globe. Les eaux sous-marines se végétalisent. Cette glaciation intense, appelée glaciation de Varangé, dura 85 millions d'années, pour se terminer il y a 635 millions d'années. C'est la fin du cryogénien et le début de l'édiacarien. La Rodinia était un immense supercontinent regroupant l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Antarctique, l'Australie, l'Inde, la Sibérie, ainsi que d'autres régions. Toutes étaient regroupées en une seule masse continentale. Avec une telle configuration, les terres émergées étaient rassemblées près des pôles, ce qui aurait contribué à intensifier le refroidissement climatique et à augmenter la taille des calottes glaciaires. Par ailleurs, la relation entre la période édiacarienne et le supercontinent rhodynien est très étroite, bien que pour ouvrir la voie à l'édiacarien, le supercontinent a dû se fracturer en 8 morceaux, il y a 750 millions d'années. À l'avènement de l'édiacarien, la Rodinia avait déjà amorcé sa fracturation depuis presque 120 millions d'années. Et si tu te souviens bien, on a trouvé des fossiles édiacariens dans des régions actuellement très éloignées les unes des autres, telles que l'Australie, l'Angleterre ou la Namibie. Puisque la Rodinia était déjà fragmentée, les animaux édiacariens datant d'il y a 600 millions d'années ne pouvaient, à l'époque, parcourir d'aussi grandes distances. Ils vivaient potentiellement sur les marges d'un seul et même continent, la Panoutie. Un hypothétique supercontinent émergé suite à la fragmentation de la Rodinia et qui aurait existé de moins 600 à moins 540 millions d'années. À l'aube de l'édiacarien, le froid et la glace ont laissé la place à un climat plus chaud. Cette transition rapide coïncide avec une augmentation significative du dioxyde de carbone atmosphérique, ce qui a probablement entraîné un réchauffement brusque. La présence de dépôts de cendres, de basalte et autres roches volcaniques sur le groupe édiacarien soutient l'idée que de potentielles éruptions volcaniques se seraient produites et auraient contribué à l'émission de gaz à effet de serre, ce qui expliquerait la forte présence du dioxyde de carbone. Suite à ces événements, l'atmosphère était riche en dioxyde de carbone, ce qui aurait entraîné le dégel progressif de la Terre grâce à l'effet de serre. En conséquence, les calottes glaciaires et les glaciers fondus se seraient déversés dans l'eau océanique, entraînant ainsi l'élévation du niveau des mers de l'époque. Et dans la mesure où les températures étaient plus chaudes, les océans auraient subi un phénomène d'évaporation, lequel générait logiquement de l'humidité dans l'atmosphère. Contrairement aux apparences, cette catastrophe climatique a été une aubaine. Elle a permis une diversification du vivant très importante. Lorsque le dégel se met en marche, tout un tas de réactions en chaîne en découlent. L'érosion des continents lors de la fonte des glaces serait responsable de la libération de grandes quantités de nutriments. Une telle abondance de nutriments favorise l'expansion et la prolifération de phytoplancton. Ces cyanobactéries du précambrien
fonctionnant grâce au mécanisme de photosynthèse, transformer l'énergie lumineuse en énergie chimique. Elle stockait alors la lumière dans du glucose, étant une substance source d'énergie, et le réservait pour une utilisation ultérieure. Peu à peu, les micro-organismes anaérobies commençaient à absorber le dioxyde de carbone et à produire de l'oxygène dans l'atmosphère, libérant d'importantes quantités d'oxygène dans l'atmosphère. À cette époque, la vie demeure toujours confinée dans l'eau. Les molécules entrant dans la composition de la matière vivante sont photosensibles. Elles pourraient être détruites si elles étaient soumises à certains rayonnements, notamment les ultraviolets. Il y a 600 millions d'années, grâce à l'importante libération de l'oxygène dans l'air, l'ozone se forme et s'accumule naturellement dans la stratosphère. Cette molécule, composée de 3 atomes d'oxygène, O3, absorbe les rayons ultraviolets, protégeant ainsi les organismes vivants de leurs effets nocifs. À ce moment-là, un premier seuil de concentration formant la couche d'ozone est atteint, ayant pour répercussion l'explosion de la diversité marine qui va suivre. Favorable au développement de la vie lorsqu'il se situe au-delà de 15 km d'altitude, l'ozone est cependant particulièrement oxydant et dangereux s'il se trouve dans l'air qui nous entoure. Tous ces événements vont aboutir, il y a 575 millions d'années, à l'explosion d'Avalon. L'humidité et l'augmentation de l'oxygène a favorisé le développement des premières formes de vie complexe avec la création d'un écosystème marin, ainsi que d'un habitat naturel propice à la biodiversité. Dès lors, de nouveaux organismes multicellulaires et dotés d'un mécanisme de respiration aérobie détrônent les microbes unicellulaires. C'est alors que survient l'événement majeur de l'Édiacarien, l'explosion d'Avalon ou l'explosion édiacarienne, caractérisée par l'émergence de créatures mobiles longeant les océans, avant de s'éteindre à jamais. Mais entre leur première apparition et leur extinction, toute une vie s'était manifestée. On peut observer les vestiges de l'explosion d'Avalon à Terre-Neuve, où un ancien site fossilifère suggère qu'à une distance de 50 km, des organismes multicellulaires vivaient à cette époque. Ce site illustre la radiation évolutive, survenue il y a environ 575 millions d'années, marquée par une diversification morphologique rapide chez des organismes multicellulaires, complexes et macroscopiques, désignés sous le nom de faune de l'Édiacarien. On retient alors que les micro-organismes du néo-protérozoïque ont contribué au développement et à la diversification de la vie sur Terre en oxygénant progressivement l'atmosphère. En contrepartie, l'augmentation du taux d'oxygène aurait favorisé le développement de nouveaux organismes plus complexes. Cette évolution s'est faite en 2 étapes, en parallèle de la formation de la couche d'ozone. La vie avant la formation de la couche d'ozone était soumise à une forte exposition aux rayons nocifs du Soleil, comme les rayons X et ultraviolets. Ces rayonnements UV particulièrement intenses et non filtrés peuvent endommager les molécules organiques, notamment l'ADN. Ces dommages à l'ADN peuvent entraîner des mutations, des dysfonctionnements cellulaires et même la mort des organismes. Dans un tel environnement, la vie aurait eu du mal à développer des structures complexes et à évoluer au-delà de formes simples. Ainsi, pendant longtemps, la vie sur Terre est restée primitive, se limitant principalement à des micro-organismes unicellulaires qui pouvaient survivre malgré ces conditions extrêmes.
Mais avec l'évolution progressive de la formation de la couche d'ozone, qui n'était pas encore totalement filtrante, les organismes naissants ont fait face à des défis inhérents à leur développement. C'est pour cela que des formes de tapis ou de feuilles ont été observées chez certains spécimens édiacariens. Cependant, il y a environ 600 millions d'années, la situation a commencé à changer. Avec l'augmentation des niveaux d'oxygène dans l'atmosphère, une couche d'ozone stable a commencé à se former, offrant une protection vitale contre les rayonnements UV. Cela a créé une fenêtre d'opportunité pour la vie. Avec la menace des UV en grande partie éliminée, la vie a pu explorer de nouvelles voies évolutives, menant à une diversité et à une complexité accrue. Il faut savoir que les animaux édiacariens n'étaient pas aussi développés et complexes que les animaux d'aujourd'hui comme les poissons, les insectes ou plus anciennement les dinosaures. La faune édiacarienne comprenait des organismes ne ressemblant à aucun animal moderne. Il s'agissait de manière générale d'un ensemble de créatures multicellulaires de tailles variées. Leur classification reste à ce jour un sujet de débat. On ne peut pas les définir en tant qu'animaux à proprement dit. Mais ils représentent assurément les premiers êtres vivants complexes à se former sur la planète Terre. Quoi qu'il en soit, l'écosystème édiacarien a vu défiler une variété de spécimens dotés de modes d'alimentation et d'habitudes de vie très diversifiés. La faune de l'édiacarien vivait exclusivement dans l'océan, car la couche d'ozone n'était pas encore assez épaisse pour permettre la vie sur la terre ferme. Pour cela, il faudra attendre presque 200 millions d'années pour que les premières plantes sortent de l'eau, à moins 450 millions d'années et encore plusieurs dizaines de millions d'années supplémentaires pour voir les premiers animaux terrestres. Pour le moment, la vie se compose de créatures multicellulaires, volumineuses et variées. Contrairement aux organismes précambriens qui étaient statiques, de taille microscopique et peu diversifiés. Ces nouvelles créatures se seraient développées dans l'océan Protothétis, qui s'est formé durant le Néoprotérozoïque, à la suite de la fragmentation de l'ancien supercontinent rhodynien. Pendant l'Édiacarien, cet océan occupait une position centrale, divisant les fragments continentaux qui allaient ultérieurement donner naissance à de futurs continents, tels que la Laurentia et la Baltica. L'océan Protothétis s'étendait du sud jusqu'au nord du Gondwana, formé pendant l'Édiacarien et qui renfermait les continents actuels, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Antarctique, l'Australie, une partie de l'Amérique du Nord ainsi que l'Inde. C'est pourquoi le Gondwana est également considéré comme un supercontinent. Maintenant que nous avons un aperçu de l'environnement qui a accueilli les premières créatures édiacariennes, penchons-nous sur leur apparence. Certains fossiles ressemblent à des méduses, tandis que d'autres sont impossibles à classer parmi les groupes biologiques que nous connaissons. Quoi qu'il en soit, la plupart des fossiles édiacariens avaient une forme de disque, de fronde ou de plume. Une partie de la faune de l'Édiacarien est même appelée plume de l'Édiacarien. D'autres créatures, elles, se présentent sous des formes ovales. Dans l'ensemble, on retient que la plupart des organismes édiacariens étaient mous, plats et dépourvus de squelettes externes durs, ce qui rend leur préservation relativement rare car elle renferme des fossiles non fossilisés. Cela peut sembler paradoxal, c'est vrai. Le concept de la fossilisation traditionnelle se définissant par le fait de préserver des corps durs, coquilles, os, etc., dans des pierres minérales comme l'ambre ou toute autre matière organique.
Mais les fossiles édiacariens étaient mous et n'avaient aucun os, ce qui n'a pas facilité leur conservation. Les fossiles retrouvés étaient enveloppés d'une fine pellicule de matière organique, d'une épaisseur inférieure à 3 micromètres. Ceci dit, les couches sédimentaires recouvrant les créatures édiacariennes contiennent souvent la présence de biofilms. Cela suggère que la pellicule organique préservant les organismes édiacariens pourrait avoir été formée grâce à la contribution de biofilms microbiens. Des colonies de bactéries, d'algues, de champignons et d'autres types de petits organismes unicellulaires sécrétaient probablement des substances collant au sable et à la boue pour former une sorte de tapis à la surface des fonds marins. On peut alors supposer que les organismes édiacariens vivaient en dessous ou autour de ces biofilms. Et lorsque certains des organismes édiacariens mouraient, leurs restes tombaient dans les fonds marins, où ils étaient progressivement recouverts de parties sédimentaires collées par les biofilms. Avec le temps, les couches sédimentaires renfermant les fossiles des organismes édiacariens et les biofilms fossilisés se sont peu à peu compactés. Sous la pression des couches supérieures, ces sédiments se sont transformés en roches, préservant ainsi les organismes à l'intérieur de ces formations rocheuses. Pour récapituler, les biofilms ne recouvraient pas directement les organismes édiacariens, mais ils ont joué un rôle environnemental en stabilisant les sédiments marins et en fournissant un cadre propice à la préservation des empreintes de la faune édiacarienne. Comme elles auraient subi une fossilisation rapide dans des sédiments fins et riches en minéraux spécifiques, leur état de préservation relève presque d'un miracle. Et c'est pour cela que la faune d'Ediacara fascine autant. Maintenant que nous en savons un peu plus sur les caractéristiques de préservation des restes de la faune édiacarienne, faisons plus ample connaissance avec les animaux les plus emblématiques du biote d'Ediacara. Commençons par le premier fossile édiacarien trouvé dans la forêt de Charnwood, le charnia. La découverte du charnia est exceptionnelle, car elle a ouvert la voie aux études de créatures édiacariennes, grâce auxquelles nous savons comment ces dernières ont contribué à la création du monde d'aujourd'hui. Le charnia était un organisme marin, vivant au fond de l'océan. Il est décrit comme un organisme ramifié, étant donné sa structure ressemblant à un arbre. Cet organisme arborescent disposait d'une forme de fronde qui se propageait de la même manière que des branches. D'ailleurs, il fait partie des fossiles appelés les plumes d'Ediacara. Les enregistrements fossiles indiquent que le charnia massoni pouvait s'étendre sur plusieurs dizaines de centimètres. Mais d'autres spécimens de charnia affichent des tailles très variables. Comme le charnia, le Swartpuntia fait également partie des feuilles de l'Ediacarien. Ces fossiles forment deux groupes, les rangéomorphes de forme fractale et les erniettomorphes, plus simples. De manière générale, les Swartpuntia arborent une apparence molletonnée assez similaire à un matelas gonflable et mesurent en moyenne entre 5 et 20 cm de long. Comme les frondes de charnia, les disques d'Aspidella ont été trouvés dans plusieurs formations géologiques datant de la période édiacarienne dans le monde et font partie des groupes les plus emblématiques de la faune édiacarienne. Continuons notre visite pour découvrir l'Aspidella. L'Aspidella se caractérise par sa forme en disque ou en tasse. Il dispose d'une partie centrale légèrement enfoncée et des bords relevés. En outre, les disques d'Aspidella mesuraient entre quelques millimètres à plusieurs centimètres de diamètre. À l'instar du charnia et de l'Aspidella,
Le Dickinsonia est également l'un des premiers fossiles découverts, notamment dans les gisements édiacariens de la mer Blanche, en Sibérie. C'était un organisme plutôt plat et ovale. Il pouvait parfois prendre la forme d'un disque, d'un pneu ou encore ressembler à un tapis. Tout comme le Charnia, le Dickinsonia pouvait s'étendre sur plusieurs dizaines de centimètres de longueur. Par ailleurs, on trouve aussi le Sprigina. Les fossiles de cette espèce ont été découverts en Australie ainsi qu'en Russie. Cela dit, le Sprigina était un organisme de petite taille. Il avait une apparence allongée et sinueuse. D'ailleurs, sa forme est un peu similaire à celle d'un ver. Tout comme le Yilingia spiciformis, un autre organisme découvert en 2019 en Chine et qui aurait vécu entre -551 et -539 millions d'années avant notre ère. Ce fossile vermiforme mesure 27 cm de long et présente une tête ainsi qu'une queue bien définie. Il est possible que cet organisme soit l'ancêtre des bilatériens, tels que les insectes, les mollusques, les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, etc. Et chose très importante, le Yilingia spiciformis ressemble énormément aux animaux apparus au Cambrien. Est-ce que l'explosion cambrienne fut moins soudaine que ce que suggèrent la plupart des fossiles? Seul l'avenir nous le dira. Enfin, des fossiles d'un autre organisme mou ont également été découverts, cette fois-ci exclusivement en Russie. Il s'agit des fossiles du Kimberella, une créature ovale qui ressemble à une limace ou à un gastéropode et qui est parfois associée aux mollusques. Les fossiles de cette créature sont souvent incomplets. Il est donc difficile de déterminer sa taille exacte. Mais on estime que le Kimberella pouvait mesurer environ quelques millimètres de longueur. Les échantillons fossiles trouvés indiquent que la faune édiacarienne englobait majoritairement des rangéomorphes et des frondes parmi les dizaines de groupes identifiés, ce qui peut sembler maigre comme collection. Mais force est de constater que la présence à la fois de créatures arborescentes, plates, rondes et de tailles variées représente une immense évolution. Il ne faut pas oublier qu'avant l'édiacarien, les organismes étaient microscopiques. En plus des feuilles et disques de l'édiacarien, il est probable que des éponges aient également existé pendant cette période. En fait, un fossile trouvé en Namibie et nommé Otavia semble avoir une forme précoce de l'éponge. Il aurait surgi pendant l'édiacarien, puisqu'il se trouvait dans les roches géologiques précambriennes de Nama. En plus, même s'il ne dispose pas d'un système digestif ou nerveux, cet organisme paraît plus apparenté aux animaux qu'aux plantes ou champignons. Alors, il est possible qu'Otavia soit une éponge. Toutefois, sans preuve supplémentaire, l'émergence et l'évolution d'éponges typiquement édiacariennes demeurent des sujets de controverse. Les recherches se poursuivent et pourraient nous fournir de nouvelles informations sur leur éventuelle existence à l'édiacarien. Intéressons-nous maintenant à Cloudina, un petit fossile édiacarien qui se distingue par ses coquilles. L'organisme se compose de plusieurs coquilles coniques emboîtées. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, les coquilles des espèces de Cloudina n'étaient pas constituées d'os, mais de segments minéraux. Elles entouraient l'organisme et lui servaient de support ou de protection. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. En 2007 est apparue sur une dalle inclinée au niveau de la paroi rocheuse de Charnwood une longue silhouette entourée d'une variété de fossiles. Après de profonds examens, la créature, mesurant 20 cm de hauteur, offre enfin des explications quant à son assemblage et sa position.
à l'apparence lumineuse et évoquant l'idée d'une lumière éclatante comme les aurores boréales, la créature trouvée est baptisée l'Aurora Lumina Atamboruji et serait âgée d'environ moins 560 millions d'années. Ce serait un précurseur des cnidaires, le groupe des méduses, des coraux et des anémones. Dotée de tentacules en forme de flamme, l'Aurora Lumina ressemblait à une torche olympique. Par ailleurs, son positionnement suggère qu'elle capturait ses proies à l'aide de ses cellules urticantes. Finalement, l'Aurora Lumina s'agirait potentiellement du plus ancien prédateur animal connu à ce jour. Bien que les organismes édiacariens soient caractérisés par l'absence de squelette, l'Aurora Lumina est l'illustration même de la grande diversité et de l'évolution du biote d'Ediacara. Elle fait partie des espèces édiacariennes présentant des structures corporelles rigides et résistantes, probablement les formes primitives de squelettes. N'est-ce pas un témoignage de la diversité, voire de la complexité des formes de vie ayant prospéré pendant l'Édiacarien? Une preuve aussi de la multitude de caractéristiques morphologiques et anatomiques présentes dans le règne animal à travers les temps. À l'Édiacarien, la flore n'était pas encore très développée. Bien que les algues soient généralement classées dans la flore aquatique, cette classification ne reflète pas nécessairement leur véritable position phylogénétique parmi les organismes vivants. On peut aussi noter que les algues existaient bien avant l'Édiacarien, puisqu'on retrouve des traces de ces dernières, il y a plus de 3 milliards d'années. En revanche, certains spécimens donnent un aperçu de la diversification précoce du règne végétal et de la composition des écosystèmes précambriens. C'est le cas des Protocodium cinèse. Ce sont des fossiles découverts dans la province du Shanxi, au centre de la Chine, datant d'environ moins 541 millions d'années et préservés en 3D. Mais cette algue verte n'est pas une ancêtre directe des plantes terrestres d'aujourd'hui. À la fin de l'Édiacarien, ces organismes s'étaient en effet déjà séparés de la branche qui allait plus tard donner naissance aux plantes terrestres. Cette découverte suggère cependant que cette scission s'est probablement opérée plus tôt qu'on ne le pensait. Les Protocodium cinèse présentent une structure centrale, composée de tubes enchevêtrés et de petites structures serrées autour, qui sont similaires aux plantes connues sous le nom de Bryopsidal codium. Nous avons appris qu'à l'Édiacarien, différents groupes d'organismes sont soudainement apparus. En plus d'être extrêmement bien conservés, les fossiles découverts sont aussi très variés. Découvrons sans plus tarder ce que nous racontent les fossiles édiacariens sur leur vie à cette époque. Nous allons explorer comment la faune édiacarienne a participé à l'évolution de la biodiversité et à la création d'un nouveau écosystème marin. Il faut savoir qu'à cette époque-là, la très large majorité des êtres vivants vivaient dans les mers peu profondes. En se basant sur les découvertes des fossiles édiacariens, on peut en déduire qu'il y aurait eu un intervalle transitionnel de plusieurs millions d'années entre l'émergence et le développement des organismes complexes. On sait que les premiers organismes édiacariens étaient immobiles et attachés aux rochers, coquilles, substrats marins et toute autre surface dure. Pourtant, nous avons trouvé des traces de nutriments à l'intérieur de leurs fossiles, ce qui veut dire que la faune édiacarienne se nourrissait. On constate qu'étant incapables de se déplacer, les organismes sessiles de l'Édiacarien tiraient leur nourriture directement de leur environnement, grâce à leurs branches en forme de plumes.
Bien qu'ils ne possédaient pas les mêmes systèmes digestifs que les animaux actuels, nous avons remarqué que la plupart disposaient tout de même de structures semblables à une bouche et à un intestin. Enfin, hormis le charnia et le swartpuntia qui n'en avaient pas. Mais n'oublions pas que ces derniers sont probablement les premiers organismes complexes à émerger sur Terre. C'est logique qu'ils n'aient pas encore développé de telles caractéristiques anatomiques à une époque aussi précoce. Par ailleurs, le charnia et le swartpuntia étaient probablement des organismes photosynthétiques. Ils se nourrissaient de l'énergie qu'ils produisaient en absorbant la lumière du soleil. Il est possible qu'ils filtraient aussi les particules organiques présentes dans l'eau. On note alors que les premiers animaux avaient une nutrition simple, même si leur concept de prendre un repas différait du nôtre. Et comme les concurrents et les prédateurs n'existaient pas encore, en tout cas pendant la majeure partie de l'Édiacarien, le milieu océanique était sûrement riche en éléments nutritifs de taille microscopique, dont le carbone organique, un nutriment détecté sur plusieurs fossiles édiacariens. En 2018, des dépôts ressemblant à ce qui pourrait être le premier vrai repas fossilisé ont été trouvés en Russie, dans l'intestin du Kimberella. Après de multiples analyses, il s'est avéré que ce repas était constitué de molécules de phytostérol, une substance provenant d'algues et de bactéries présentes dans l'océan pendant l'Édiacarien. Il semblerait que le Kimberella s'alimentait en grattant et en déchirant les algues recouvrant le fond marin. À noter que les algues regorgent de nutriments. Cela explique pourquoi le biote d'Édiacara présentait une taille énorme et complexe par rapport à ses prédécesseurs, puisque la faune édiacarienne se nourrissait différemment par rapport aux organismes microscopiques et unicellulaires précambriens. Actuellement, en 2023, une nouvelle étude est en cours pour évaluer le contenu intestinal de 3 autres fossiles édiacariens à partir de lipides. Les informations obtenues des lipides préservés dans les fossiles pourraient fournir davantage d'indices sur la façon dont ces animaux se nourrissaient. Car les biomarqueurs lipidiques préservés offrent une perspective unique sur la biologie des organismes fossiles. On en saura peut-être bientôt plus sur l'alimentation pendant l'Édiacarien. Les animaux édiacariens sont complexes, même dans leur motricité. La plupart étaient fixés au substrat marin, pourtant des signes de déplacement ont été relevés. Quelques empreintes fossiles trouvées dans les collines d'Édiacara et progressivement dans différentes régions du monde comportent visiblement des traces de pas et de mouvements appartenant probablement aux organismes développés pendant la seconde partie de l'Édiacarien. Ces vestiges nous racontent l'activité du biote d'Édiacara et apportent des informations précieuses afin de mieux comprendre l'évolution des animaux à cette époque. Nous avons d'autant plus observé sur les sédiments des empreintes fossiles ressemblant à des tunnels ou à des chemins creusés. Si les organismes édiacariens ne pouvaient pas se déplacer, comment expliquer la formation de ces chemins fossiles? Outre les tunnels, en 2018, un organisme qui aurait vécu il y a 550 millions d'années a été retrouvé en grand nombre en Australie, dans le parc national de Nilpena, à Édiacara. Ressemblant à un petit beignet torsadé et mesurant environ 1 cm de diamètre, cet organisme a été baptisé Obamus coronatus en l'honneur de l'ancien président des États-Unis, Barack Obama. Par ailleurs, les fossiles d'Obamus coronatus découverts étaient entourés d'au moins 2 espèces différentes. Parmi les organismes trouvés près d'Obamus coronatus, nous avons le Tribachidium et le Rugoconites. Les fossiles du Tribachidium et du Rugoconites arborent eux aussi des formes déconcertantes.
Ils sont plus gros que l'Obamus coronatus et disposent d'une symétrie triradiale. Des caractéristiques étranges spécifiques à la faune édiacarienne. Ceci dit, étant donné que 3 espèces différentes se trouvaient au même endroit, par conséquent, certains organismes de l'édiacarien avaient bel et bien la capacité de se déplacer et d'atteindre de nouvelles zones dans le fond marin. Accessoirement, comme les fossiles d'Obamus coronatus dateraient d'il y a 550 millions d'années, alors les organismes sessiles de l'édiacarien auraient effectivement développé des capacités de déplacement vers la seconde partie de cette période. Par ailleurs, on a vu comment les animaux édiacariens se nourrissaient. On a aussi appris qu'ils pouvaient se déplacer. Par contre, comment expliquer leur diversification? Comment se reproduisaient-ils? Il n'existe pas d'indice précis sur le mécanisme de reproduction chez les animaux édiacariens. Mais certains fossiles ont des structures potentiellement reproductives, comme les fossiles en forme de tubules ou de disques. Il semblerait aussi qu'une partie des organismes ait connu des méthodes de reproduction asexuées ou sexuées. Toutefois, la question de la reproduction est un sujet de recherche intense, ouvrant le champ à diverses interprétations. Il faudrait des études approfondies ou la découverte de données plus directes, afin d'obtenir des réponses précises. Il fallait bien que l'édiacarien garde un peu de son mystère. Tout comme les méthodes de reproduction, nous savons très peu de choses sur les interactions écologiques entre les organismes édiacariens. D'après les traces trouvées, nous présumons qu'un système écologique aurait quand même existé. Chaque espèce semble avoir occupé un niveau trophique spécifique et les organismes devaient vivre en parfaite symbiose. En tout cas, ils ne se mangeaient pas entre eux, étant donné qu'ils avaient pratiquement la même source de nourriture. Ainsi, nous constatons que le biote édiacarien était caractérisé par une interdépendance et une absence de prédation entre la plupart des organismes édiacariens pendant la majeure partie de cette période, enfin, jusqu'à l'apparition de l'Aurora Lumina. Ce que nous savons aujourd'hui de l'environnement et de la vie édiacarienne provient de l'interprétation des couches stratigraphiques, appelées le groupe édiacarien. Cette succession d'étages constituée de sédiments accumulés dans le fond océanique de l'époque. Composés de mudstones, de grès ou de calcaire, ces sédiments ont été d'une aide précieuse pour la science et nous ont permis de reconstruire l'histoire géologique de l'édiacarien. D'ailleurs, ces successions sédimentaires sont, pour le moins que l'on puisse dire, déconcertantes. Chaque strate se distingue de la suivante, tant par la taille que par la forme. Certaines couches sont horizontales, d'autres inclinées ou plissées. Il s'agirait probablement de l'impact des activités tectoniques sur les roches à travers les temps. En plus, les fossiles d'organismes découverts au sein du groupe édiacarien étaient disposés selon différentes orientations, eux aussi. Leur position nous a d'ailleurs raconté leur mode de vie, leur comportement et leur interaction écologique pendant l'édiacarien. Par ailleurs, même si l'édiacarien a grandement participé à l'évolution du monde d'aujourd'hui, la Terre est loin de ressembler à ce qu'elle était à l'époque. Cette période a connu des caractéristiques géologiques distinctes comparées à maintenant. Nous avons, préalablement, abordé les facteurs qui auraient contribué à la transition du monde primitif vers le début de la vie hautement organisée. Découvrons désormais la configuration des continents et des bassins hydrologiques qui existaient pendant l'édiacarien. Comme nous l'avons précédemment appris, suite à divers processus géologiques, le supercontinent Pannotia s'était formé suite à la fragmentation de la Rodinia. Mais son existence fut de courte durée et il a commencé à se fragmenter à son tour.
Comme pour la Rodinia, les masses continentales de la Panoutie se sont fragmentées et dispersées en suivant leur propre trajectoire, à cause notamment de l'ouverture d'un océan, appelé Iapetus. Certaines masses continentales de la Panoutie se sont retrouvées dans l'hémisphère sud de la Terre, tandis que d'autres se sont déplacées vers d'autres parties du globe. Activité tectonique, érosion et accumulation de sédiments. Et voilà la formation des premières plateformes continentales. Les dépôts sédimentaires de l'Édiacarien exerçaient une pression sur les couches de sédiments plus anciennes situées en dessous, ce qui joua un rôle dans la construction des nouvelles masses continentales. Progressivement, les bassins sédimentaires se sont remplis de dépôts constitués de minéraux, de débris organiques et de fossiles, et se sont transformés en couches de roches, en se compactant et en se lithifiant. Pendant que ces roches continentales étaient en train de s'épaissir, les continents se fusionnaient, entraînant la fermeture d'éventuels océans, tels que l'océan Prototétis, qui existait avant l'Édiacarien. Après la dislocation des supercontinents Rodinia et Pannotia, une immense masse continentale a émergé, appelée le Gondwana, à la suite d'une série d'événements orogéniques, dont l'orogénèse panafricaine survenue il y a environ 600 millions d'années. Pour rappel, le Gondwana regroupait de vastes masses terrestres, notamment ce qui correspond aujourd'hui à l'Afrique, l'Antarctique, l'Amérique du Sud, l'Australie, l'Inde et la péninsule arabique. Par ailleurs, les plateformes émergentes avaient transformé les paysages et constitué des habitats propices à la croissance et à l'épanouissement de la vie, notamment la vie marine. La dispersion des masses continentales de la Pannotie ont contribué à la configuration géologique et géographique changeante de la Terre à l'époque de l'Édiacarien. D'immenses étendues d'eau, probablement des océans, recouvraient dès lors la majeure partie de la planète et les courants d'eau ont été impactés. Tout ce qu'on sait est que les étendues d'eau étaient de faible profondeur et riches en nutriments. Les fonds marins étaient tapissés de matières organiques dont l'épaisseur variait d'une zone à une autre. Et ils auraient été plus chauds que les océans actuels. Par ailleurs, la configuration des continents était en changement constant pendant l'Édiacarien. Au fur et à mesure des processus tectoniques, les masses terrestres disloquées et dispersées des supercontinents donnèrent naissance à de nouveaux continents et au moins un océan. L'océan Mirovia entourait le supercontinent Rodinia et aurait précédé la formation de l'océan panafricain, lequel cédera à son tour la place à l'océan Pantalassa. Mais on n'en est pas encore là. C'est dans cet océan que les organismes de l'Édiacarien apparaîtront il y a environ 600 millions d'années. L'Édiacarien est connu pour ses environnements côtiers et ses lagunes dans les zones peu profondes de l'océan. Par ailleurs, il est possible que des mers ou des petits bassins marins aient coexisté parallèlement à cette époque. Quoi qu'il en soit, les eaux océaniques de l'Édiacarien étaient différentes de celles d'aujourd'hui. En fait, ces eaux avaient les mêmes caractéristiques que celles des mers épicontinentales, avec des compositions chimiques spécifiques à l'Édiacarien. C'est-à-dire faibles en profondeur, avec un niveau d'oxygène bas par rapport aux niveaux actuels. Enfin, la Mirovia étant le seul océan connu du début de l'Édiacarien après la fermeture du Prototétis et avant l'apparition de l'Iapetus, elle entourait probablement les fragments continentaux de la Rodinia et la Pannotie. En ce sens, sa taille aurait été immense et couvrait une grande partie de la surface de la Terre. Mais pas pour longtemps. La configuration de l'océan dépendait alors de la forme que prenaient les masses terrestres émergées suite au mouvement tectonique. D'ailleurs, la présence continue de l'océan Mirovia est incertaine.
Il est possible que l'océan Mirovia ait disparu au fil du temps en raison de processus géologiques ou qu'il ait été subduqué sous une éventuelle plaque continentale. À ce jour, il est difficile de conclure de manière certaine sur le destin de l'océan Mirovia. En raison de la tectonique des plaques, la Terre a dû subir de multiples processus géologiques actifs pendant l'Édiacarien, avant de prendre la forme que nous connaissons actuellement. À commencer par le rifting et la formation de bassins sédimentaires. L'Édiacarien a connu plusieurs épisodes de rifting de part et d'autre du globe. Cela impliquait la fracturation continentale, un processus au cours duquel la croûte terrestre se fissure, créant ainsi des fossés d'effondrement. À la suite des mouvements tectoniques, les plateformes continentales se seraient écartées les unes des autres. En conséquence, le bassin d'Angara s'est formé au niveau de la mer de Sibérie orientale. Puis un autre rifting s'est créé dans le bassin de l'Adélaïde, en Australie méridionale. Ces bassins renferment des dépôts sédimentaires très importants, grâce auxquels nous avons aujourd'hui des informations sur les conditions environnementales et géologiques de l'époque édiacarienne. Enfin, on a également relevé des traces volcaniques sur les empreintes fossiles, suggérant que des volcans aient longé les zones de rifting et libéré du magma, qui serait remonté puis solidifié. De cette manière, des chaînes de montagnes sous-marines se seraient formées à mesure que les plaques se séparaient, remodelant la configuration de la planète et des fonds marins. Le début de l'Édiacarien aurait connu 3 supercontinents, à savoir la Rodinia, qui était déjà en cours de dislocation, la Pannotie en place pendant une courte durée, ainsi que le Gondwana, avant de se fragmenter à son tour. Tandis que la Rodinia et la Pannotie étaient en cours de fragmentation, le Gondwana, lui, s'est développé pendant l'époque édiacarienne, c'est-à-dire entre la fin du néoprotérozoïque et le début du paléozoïque. De là, ce supercontinent s'est progressivement fractionné en plusieurs terres émergées, tout comme ses prédécesseurs. De ce fait, 3 continents édiacariens, cette fois, se sont formés, la Laurentia, la Baltica et la Sibéria. Accessoirement, il y aurait probablement eu d'autres fragments terrestres plus petits. Mais nous n'en savons pas plus à leur sujet. Quoi qu'il en soit, nous savons que l'Édiacarien a assisté à la fragmentation de 3 supercontinents et à l'évolution d'au moins 3 continents distincts. À noter que la formation de ces nouveaux continents ne s'est pas déroulée à une fréquence régulière. Le principe étant le même depuis la nuit des temps, la séparation des croûtes terrestres est survenue à cause de mouvements tectoniques, qu'il s'agisse d'une divergence de plaques, d'une collision de plateformes ou de la formation de rifts. De toute façon, la création de continents a toujours constitué un processus continu. Certains continents se fragmentent, d'autres se forment et évoluent au fil du temps. Il faut également souligner que la formation des 3 continents édiacariens a préparé le terrain à de futurs événements majeurs, dont l'explosion cambrienne. Pendant l'Édiacarien, le continent Laurentia se situait dans l'hémisphère nord. Celui-ci a joué un rôle très important dans la création de l'Amérique du Nord, correspondant au Canada et aux États-Unis. Peu à peu, d'autres continents se sont formés autour du Laurentia. À noter que l'océan hypothétique Mirovia se trouvait potentiellement à l'est du continent Laurentia, séparant ce dernier des autres masses continentales en formation à cette époque. Le deuxième continent formé pendant l'Édiacarien est le continent Baltica. Ce dernier regroupait les régions nordiques de l'Europe, dont la Scandinavie, ainsi que quelques régions de la Russie. Le troisième continent, qui est la Sibéria, est également appelé le craton d'Angara.
Il regroupait pendant l'Édiacarien la Sibérie et la Russie et était positionné à l'est des deux continents, Laurentia et Baltica. Par ailleurs, suite à la fragmentation des supercontinents, l'océan Iapetus avait vu le jour et séparé la Baltica des deux continents, la Laurentia et la Sibéria. Influencée par des processus géologiques tels que des changements tectoniques ou des collisions continentales, la Laurentia, Baltica et Sibéria ont tous les trois contribué à la création de paysages terrestres et à la diversification des environnements biologiques, que ce soit pendant l'Édiacarien ou par la suite. En plus de ces trois continents, les recherches géologiques suggèrent l'existence d'autres masses terrestres pendant l'Édiacarien. Et comme il s'agit d'une époque très ancienne, l'absence de preuves complémentaires fait que, jusqu'à présent, nous n'avons pas plus de détails quant à leur position ou dimension. Toutefois, elles auraient été probablement plus petites si on se fie aux modèles tectoniques, aux analyses de fossiles et aux roches ayant servi pour les études géologiques. De toute manière, les recherches géologiques et paléontologiques se poursuivent activement, révélant régulièrement de nouvelles informations et viennent enrichir nos connaissances sur les époques passées. Et nous ne sommes certainement pas à l'abri de nouvelles découvertes de fossiles. Nous en saurons certainement plus dans un futur proche sur la configuration complète des continents et masses terrestres pendant et à la fin de l'Édiacarien. Les trois continents évoqués ont été impliqués dans d'autres mouvements tectoniques au cours de l'Édiacarien. Outre le rifting, la Terre a connu d'autres processus géologiques, dont une série d'événements orogéniques. L'orogénèse, c'est le processus inverse du rifting, correspondant à la création de montagnes suite à l'élévation de la croûte terrestre et au mouvement de plaques tectoniques. Comme les montagnes des Appalaches qui s'étaient formées il y a environ 400 millions d'années, après l'Édiacarien donc, suite à la subduction de l'océan Prototétis. Quoi qu'il en soit, pendant l'Édiacarien, la chaîne montagneuse des Appalaches n'avait pas encore la configuration actuelle. À l'époque, ces montagnes constituaient les marges du continent rhodynien séparé, pour les raisons préalablement évoquées. Juste avant l'Édiacarien, une série d'événements orogéniques a eu lieu et ont donné naissance au supercontinent du Gondwana et de la Panotie, il y a environ 600 millions d'années. Il s'agit de l'orogénèse panafricaine, à l'origine de la chaîne montagneuse panafricaine, à savoir le grand système orogénique de toute l'Afrique et au-delà. Pour citer des exemples d'orogénèse survenus pendant l'Édiacarien, nous pouvons retenir l'orogénèse cadomienne, déroulée entre -650 à -550 millions d'années avant notre ère, n'étant qu'un court segment de l'immense chaîne panafricaine. Alors, un terrane du Paléozoïque se serait subduit sous le supercontinent Gondwana et aurait ainsi déclenché l'orogénèse cadomienne que l'on peut observer sur des roches enfouies dans tout le sud de la Grande-Bretagne. Entre -600 et -500 millions d'années avant notre ère, l'Australie méridionale aurait également subi une activité tectonique provoquant l'orogénèse Adélaïde, qui avait donné naissance à des montagnes et des bassins, elle aussi. Ensuite, d'autres événements orogéniques se seraient produits sur les marges sud et est d'un autre continent édiacarien, la Laurentia. Notamment l'orogénèse kibarienne en Afrique et l'orogénèse sphéco-norvégienne en Europe de l'Ouest. Enfin, la Baltica n'a pas été épargnée et fut, elle aussi, affectée par des mouvements tectoniques ayant préparé le terrain pour des orogénèses ultérieures, dont la plus connue est l'orogénèse calédonienne, menant à la formation de la chaîne montagneuse du même nom, au début du Cambrien.
En somme, l'environnement de l'époque aurait subi l'influence de la division de la Rodinia, de la Pannotie ainsi que du Gondwana, modifiant le paysage et le climat. La dislocation des continents avait donc favorisé l'émergence de l'Édiacarien et la diversification de ces organismes. Puis, retournement de situation durant la dernière partie de l'Édiacarien. En fait, la série géologique appelée Nama démontre qu'entre moins 550 et moins 541 millions d'années avant notre ère, plus de 80% de la faune édiacarienne s'était éteinte d'une manière inattendue. La découverte de la faune d'Édiacara a été indispensable à l'identification de l'origine de notre monde. Grâce à des traces datant des centaines de millions d'années, nous avons pu reconstituer l'histoire de la Terre et découvrir tous les événements qui ont, d'une manière ou d'une autre, façonné notre présent. Pourtant, nous voilà à la fin de l'Édiacarien, une période géologique qui s'était étendue sur 94 millions d'années. Une époque exaltante, marquée par le développement des premiers organismes complexes. Si le début de l'Édiacarien a été marqué par le développement des premiers organismes complexes, ce n'est qu'à la fin de cette époque que les 10 organismes ont changé et pris des formes plus complexes avant de s'éteindre. La Terre a connu plusieurs épisodes d'extinction de masse au cours de son histoire, impliquant une perte considérable de la biodiversité et impactant l'évolution des formes de vie sur Terre. Le nombre exact d'extinctions de masse est encore sujet à débat. Mais actuellement, nous comptons 5 grandes extinctions de masse, à savoir l'extinction de l'Ordovicien silurien, survenue il y a environ 443 millions d'années. L'extinction du Dévonien, survenue il y a environ 359 millions d'années. L'extinction du Permien-Trias, survenue il y a environ 252 millions d'années. L'extinction du Trias jurassique, survenue il y a environ 201 millions d'années. Et l'extinction du Crétacé paléogène, survenue il y a environ 66 millions d'années. Finalement, avec la découverte de l'Édiacarien, nous apprenons qu'il en existe une 6e qui, en réalité, se révèle être la première. L'extinction de l'Édiacarien a été récemment identifiée comme la première crise biologique de tous les temps, venant s'ajouter aux 5 extinctions précédemment énoncées. En conséquence, la faune de l'Édiacarien a disparu, en laissant fort heureusement des traces, mais hélas, presque aucune descendance. Alors, il y a environ 541 millions d'années, et en raison d'une baisse drastique de la biodiversité, entre 80 à 95% des organismes édiacariens se sont éteints. On pense que le Yellinga spiciformis faisait peut-être partie de la minorité qui aurait survécu, étant apparu 10 millions d'années avant le Cambrien, et ressemblant aux organismes cambriens, qui plus est. Quoi qu'il en soit, n'est-ce pas étrange de voir la majorité des espèces édiacariennes s'éteindre du jour au lendemain? Ce qui est le plus mystérieux, ce sont les causes de cette extinction qui restent, à ce jour, incertaines. En fin de compte, la disparition de la faune d'Édiacara est aussi énigmatique que son apparition. L'extinction de l'Édiacarien, également connue sous le nom d'extinction de l'Édiacarien cambrien, est un événement majeur qui a bouleversé le récit de l'histoire de la vie sur Terre et remis en question notre compréhension de l'évolution du règne animal. Par ailleurs, cette crise biologique peut être attribuée à divers types de changements. Les causes précises de la fin de l'Édiacarien restent sujettes à débat. Ceci dit, il semblerait que les modifications environnementales et climatiques soient les causes les plus plausibles.
L'Édiacarien fut marqué par plusieurs cycles de refroidissement et de réchauffement climatique, impactés par les changements dans l'orbite terrestre. De telles fluctuations auraient probablement nui à la vie animale de l'époque. Par exemple en perturbant la survie et la disponibilité des nutriments, entre autres. N'oublions pas que les organismes édiacariens représentent les premiers êtres vivants. Ils auraient été particulièrement sensibles et pas vraiment adaptés à des changements cataclysmiques. D'une autre part, l'Édiacarien a connu plusieurs éruptions volcaniques intenses, avec la formation et fracture des différents supercontinents. Cette activité volcanique aurait pu également jouer un rôle dans l'extinction de la faune édiacarienne. Sachant que les volcans libèrent de grandes quantités de gaz dans l'atmosphère, tels que le dioxyde de carbone ou encore le dioxyde de soufre, lequel, au contact de l'eau, se transforme en acide sulfurique. On suppose donc qu'en envahissant les océans, il aurait affecté les organismes marins. Outre la contamination des eaux océanes, les fumées volcaniques peuvent, d'autant plus, empêcher la lumière solaire d'atteindre la surface de la Terre jusqu'à entraîner un refroidissement planétaire. À ce propos, des traces de glaciation indiquent qu'une seconde crise climatique se serait produite vers la fin de l'Édiacarien. L'Édiacarien a été marqué de bout en bout par des conditions extrêmes. Le début de l'Édiacarien porte l'empreinte d'un réchauffement climatique global, tandis que sa fin a connu un épisode de refroidissement dramatique. Mais le réchauffement climatique a quand même eu un effet positif sur la planète. Il a grandement contribué à l'évolution de la vie sur Terre. En revanche, l'épisode de glaciation dû à la chute drastique des températures atmosphériques a été pour le moins catastrophique. Pendant l'Édiacarien inférieur, les températures étaient élevées entre 20 et 30 degrés Celsius en moyenne. Par ailleurs, la deuxième partie de l'Édiacarien aurait connu l'effet inverse. Les températures auraient sévèrement chuté, entre 0 degré et moins 20 degrés Celsius, selon les zones. La propagation du dioxyde de carbone avait certainement modifié la composition chimique de l'atmosphère. Mais les mouvements tectoniques incessants et l'interaction entre l'océan et l'atmosphère auraient également pu contribuer à la seconde crise climatique de l'Édiacarien. Alors, il y a moins 579 millions d'années avant notre ère, une période de refroidissement, voire de glaciation extrême, est survenue. À savoir, la grande glaciation de Gasquiers. Cette période de glaciation était si intense que des calottes glaciaires se sont constituées dans certaines régions. Des dépôts de sédiments et de roches laissés par des glaciers, probablement en cours de développement, ont justement été découvertes dans les régions polaires. Au Canada et précisément à Gasquiers, on peut observer en dessous de quelques fossiles édiacariens une couche épaisse de 300 mètres riche en dropstone, traduisant cet éventuel changement environnemental. Des dépôts de moraines glaciaires ont également été découverts sur 8 paléocontinents distincts, dans des zones adjacentes au pôle et à des latitudes autour de 30 à 10 degrés par rapport à l'équateur. Avec la chute drastique des températures, les glaciers auraient emprisonné des quantités considérables d'eau océanique sous forme de glace, en diminuant le niveau de la mer. En conséquence, l'épisode de glaciation aurait ainsi impacté les habitats naturels de la faune édiacarienne, en réduisant le niveau des eaux océaniques au plus bas. D'ailleurs, il paraît qu'entre les deux crises climatiques de l'Édiacarien, cette période géologique aurait connu de nombreuses fluctuations climatiques, avec des précipitations de pluie ou de neige, selon les régions étudiées.
Certaines localités auraient observé des précipitations abondantes, au point de voir des lacs, des rivières et des deltas se créer, tandis que d'autres zones auraient enregistré des conditions arides. La glaciation de Gasquières était vraisemblablement de grande ampleur, mais pas au point de causer un autre épisode de terre boule de neige. Pourtant, cet ultime changement climatique serait la cause la plus probable de la fin de l'Édiacarien. La plupart des organismes de l'Édiacarien n'auraient pas supporté un froid aussi mordant. D'autant que toutes les créatures édiacariennes étaient nées et avaient été bercées dans un climat tropical. Ceci dit, nous avons aussi constaté que le taux d'oxygène n'était pas stable à la fin de l'Édiacarien. Suite à la glaciation, le nombre d'organismes producteurs d'oxygène a vu leur quantité diminuer. Pourtant, pendant le début de l'Édiacarien supérieur, le niveau d'oxygène aurait augmenté par rapport à l'Édiacarien inférieur. Mais ce n'est pas l'oxygénation accrue qui aurait fermé le rideau sur cette période géologique. Car il se trouve qu'un environnement hypoxique régnait à la fin de l'Édiacarien. C'est-à-dire que le niveau d'oxygène était redevenu une nouvelle fois faible, tout comme à son début. Sachant que les organismes édiacariens étaient tous aérobies, le fait de ne pas recevoir l'apport nécessaire en oxygène aurait pu leur être fatal. Enfin, il n'existe aucune preuve affirmant l'absence totale d'oxygène à la fin de l'Édiacarien, mis à part que certaines roches sédimentaires, observées au sud de la Chine, étaient entourées de zones riches en fer, mais manquant considérablement d'oxygène. C'est pour ça que nous préférons utiliser le terme hypoxique plutôt qu'anoxique. Quoi qu'il en soit, la minorité des survivants édiacariens était pour certains plus volumineux, notamment les frondeurs dont la taille traduit, elle aussi, une potentielle baisse d'oxygène dans l'eau. La surface des frondes, plus volumineuse, leur aurait permis de survivre dans de telles conditions difficiles. Autrement dit, quelques organismes se seraient adaptés au manque d'oxygène pour prospérer, en développant une proportion maximale de cellules au contact direct avec l'eau de mer. D'autre part, certains organismes marins se seraient progressivement transformés en prédateurs, comme en témoigne le comportement de l'Aurora lumina. Ou encore le Kimberella qui, quant à lui, présente des caractéristiques similaires à celles d'un brouteur. On suppose qu'il perturbait le substrat microbien pour se nourrir des organismes édiacariens sans défense, ainsi que des biofilms environnants. Par ailleurs, les prédateurs primitifs, employant des moyens variés pour se nourrir, utilisaient aussi la perforation comme méthode de chasse. Nous avons d'ailleurs relevé des traces de forage sur les coquilles de Cloudina. Il est donc plausible que l'apparition des premiers prédateurs animaliers aurait mis en péril la vie des rescapés édiacariens, qui, pour la plupart, étaient des espèces sessiles et non prédatrices. Peut-être encore que l'Édiacarien s'est éteint à cause d'un éventuel bouleversement tectonique. La Terre n'est pas restée la même au fil des éons, mais elle a toujours été soumise aux mêmes règles. Elle ne cesse de bouger, subissant des changements géologiques inévitables au cours du temps. À force de subir de fréquents changements environnementaux, il est probable que la Terre aurait fini par atteindre ses limites de résilience. Une tectonique de plaques récurrentes et incessantes aurait peut-être mis à l'épreuve la biodiversité et les écosystèmes de cette période fascinante de l'histoire de la vie. Ainsi, le taux fluctuant d'oxygène, les variations climatiques et les mouvements géologiques sont des facteurs probables de l'extinction de l'Édiacarien. Quoi qu'il en soit, la recherche scientifique sur l'Édiacarien se poursuit et de nouvelles découvertes pourront bientôt être faites. Témoin du développement de la vie et précédant l'explosion cambrienne,
L'Édiacarien a été une période importante, marquée par des événements majeurs. L'Édiacarien a été une étape clé de la naissance de la vie complexe. Mais d'autres événements majeurs viendront encore bouleverser le cours de l'histoire de la vie. Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Poursuivons notre voyage temporel avec la vidéo qui suit. Partons à la découverte du Cambrien, la période qui succède à l'Édiacarien.